C'est quoi la réglisse? Il est plus que temps de parler de ce truc qui divise tant les gens, la réglisse. Ces fameux bonbons noirs qu'on trouve comme des invités non désirés dans des paquets de bonbons autrement plus intéressants. Alors je sais pas vous, mais chaque année qui passe me fait davantage apprécier ce goût autrefois pourtant si particulier. Mais une question demeure, c'est quoi la réglisse en fait? Alors à la base, la réglisse, c'est une plante qui porte le même nom et dont la racine a un goût très sucré. On peut la mâchouiller telle quelle pour apprécier cette saveur, mais nous, on va aller plus loin. Donc on va prendre la racine, la faire bouillir, puis concentrer son jus jusqu'à obtenir une pâte noire qui sera ensuite moulée selon la forme que l'on souhaite lui donner. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, ça c'est la version traditionnelle, mais les bonbons industriels ne suivent pas forcément ce procédé. Au mieux, ce sera juste de l'extrait, comme avec les Rotella de Haribo, seulement 1% de réglisse. Je vous laisse constater par vous-même la longueur absurde de la liste d'ingrédients et comparer ça à la fabrication classique qu'on a vue juste avant. Donc aujourd'hui, un bonbon à la réglisse, c'est surtout du sirop de sucre, de la farine et de l'amidon, avec juste un tout petit peu d'extrait de réglisse pour donner du goût. Et tant qu'on parle de bonbons, vous mangez des insectes. Et si la vidéo vous plaît jusque-là, abonnez-vous! Je suis à peu près sûr que vous avez tous déjà entendu parler du colorant rouge qui provient d'une cochenille écrasée, le E120, et qu'on retrouve notamment dans les fraises Tagada. Bon déjà, vous serez rassurés de savoir que si ça a bien pu être utilisé auparavant, c'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont remplacé cette petite bête par des concentrés de fruits et de plantes, comme le radis, la carotte, le cartam ou encore le citron. Mais c'est pas la seule confiserie qui avait un lien avec les insectes. Connaissez-vous le shellac? Ça porte également le nom de gomme-lac ou E904 et c'est une résine produite par une autre cochenille qui est récoltée, filtrée et lavée. Une fois traitée, on obtient un genre de paillettes assez jolies et qu'on utilise beaucoup avec les bonbons. Ça permet de les faire briller, de les protéger de l'humidité et les empêcher de coller. Les chocobons par exemple, ça en contient. Alors c'est pas un insecte qu'on mange, mais ça vient d'un insecte quand même. Ce qui est un peu surprenant pour un chocobon. Ceci dit, si vous tenez vraiment à manger des insectes, vous le faites déjà sans le savoir. Vous en bouffez toute l'année sans même vous en rendre compte. Alors, pas forcément un insecte entier d'un coup, c'est plutôt un petit bout d'aile broyée dans une compote, une pâte dans une conserve, et même si c'est pas très appétissant, vous pourrez malheureusement rien faire contre. Ça fait partie de la nature. On peut pas tout nettoyer au point d'avoir aucune trace de ces bestioles. Alors si on peut rien y faire, autant l'accepter. Bon appétit! Y'a quoi dans le Red Bull? Parce qu'on fera aucun épisode sans parler de soda. Enfin, est-ce que c'est un soda? On a tendance à ranger le Red Bull dans la catégorie des energy drinks, comme si finalement, ça et un soda classique, c'était pas la même chose. Donc qu'est-ce que c'est vraiment? À l'origine, le Red Bull, c'est une boisson thaïlandaise qui était vendue comme un produit médicinal et qui a été adaptée au marché occidental pour lui donner un aspect similaire au soda que l'on connaît. Et pour vendre le concept, ils ont tout relooké. Une canette stylée, des petites bulles, un marketing agressif et finalement une boisson qui ressemble plus à un soda qu'autre chose. Mais avec cette particularité de contenir de la taurine, une molécule qui va donner à la boisson une image de produit illégal et dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette molécule? C'est juste un acide aminé déjà produit par le corps et qui n'apporte pas grand chose de particulier. Sinon une campagne marketing qui défonce tout! La vraie particularité de Red Bull, c'est surtout sa dose en caféine, similaire à un expresso, qui va vous donner un sacré coup de fouet. Et avec le sucre qu'il y a dedans, vous n'êtes pas prêt de dormir. Et c'est surtout ça qui va différencier une energy drink d'un soda classique. Donc le Red Bull, c'est finalement la même chose que de boire un coca et un café à la fois. Et tant qu'on parle de café, comment faire du café décaféiné? C'est assez bizarre d'imaginer du café sans caféine, et pourtant ça existe et c'est plutôt populaire. Alors, par quelle magie noire arrive-t-on à extraire l'intérêt principal des grains de café? Tout se passe avant que les grains ne soient torréfiés, c'est-à-dire avant leur cuisson, quand ils sont encore tout verts. On utilise soit des solvants, de l'eau ou du CO2 pour extraire la caféine. Et on va parler des solvants ici car c'est le procédé le plus commun. Pour ce faire, on lave les grains de café avec un solvant qui dissout la caféine, puis on l'élimine avant de torréfier le café et de le préparer comme du café normal. Et c'est pas plus dur que ça. Mais ça soulève deux questions. Déjà, est-ce que c'est pas toxique de boire du café qui est trempé dans du solvant? Non. Le solvant est presque complètement éliminé et toute trace qui pourrait rester est extrêmement petite. Et deuxième question, est-ce que ce procédé change le goût du café? Malheureusement oui. On perd forcément quelque chose avec ces procédés, ce qui donne un résultat assez plat. Et puis entre nous, si on boit un café sans effet et avec moins bon goût, est-ce que c'est encore très intéressant? À vous de juger. C'est quoi le marshmallow?
Ah, un classique américain. Enfin, sa version moderne. Parce qu'à la base, la guimauve, c'était une préparation à base de racines d'une plante, la guimauve officinale. Et ouais, encore une confiserie qui vient d'une racine de plante. Et on retrouve des traces de consommation de guimauve qui remontent à l'Égypte antique. C'est vous dire comme c'est vieux. Même si bien sûr, la recette n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Si on prend par exemple les chamallows de Haribo, c'est majoritairement fait de sucre, sirop de glucose, eau et gélatine, qui permet de lui donner sa texture molle et élastique. Rajoutez à ça des colorants si vous voulez autre chose qu'un truc tout blanc et ennuyeux, et c'est à peu près tout pour les ingrédients principaux. La préparation est elle aussi plutôt simple, on chauffe et mélange tout ça, on fouette le tout pour incorporer de l'air, et on laisse refroidir dans un moule pour que la gélatine se fige et emprisonne tout ça. C'est essentiellement du sucre et de l'air enfermés dans de la gélatine. C'est pour ça que ça dégoûte assez vite d'ailleurs. À consommer avec modération. Y'a quoi dans le miel? Un produit qui a une image très qualitative, mais qui cache des trucs bien sales. On va déjà voir comment c'est fait normalement, avant d'enchaîner sur les dingueries. Pour faire du miel, l'abeille va butiner le nectar des fleurs, le stocker dans un estomac spécial, puis le régurgiter dans la bouche de ses petites copines, et ce plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide s'épaississe. Je vous avais dit que c'était plutôt sale. Avec leurs ailes, elles ventilent le liquide pour faire évaporer l'eau, et quand le miel est suffisamment concentré, elles ferment l'alvéole avec de la cire, et ce sera à l'apiculteur de venir récupérer tout ça. Au final, on obtient un miel fait de 80% de sucre, 18% d'eau et 2% de vitamines, minéraux et autres éléments intéressants. Bon, ça, c'est le miel que vous connaissez tous. Maintenant, jouons à un petit jeu. Si je vous dis miel de sapin, est-ce que quelque chose vous choque? Vous l'avez? Ben, le sapin, ça n'a pas de nectar à butiner. Et pourtant, les abeilles arrivent quand même à faire du miel avec. Et comment? À partir du miela. C'est un liquide sécrété par les pucerons qui leur sort du derrière et qui est récupéré comme l'est le nectar de fleurs pour en faire du miel. Donc de là à dire que c'est du miel de caca de puceron, il n'y a qu'un pas. Si tout ça vous dégoûte, rassurez-vous, j'ai une excellente nouvelle à vous partager. La demande pour le miel est très forte, 2 fois plus que la production en ce qui concerne la France, donc il faut importer, et le marché du miel, c'est un bordel. Ça fraude de partout. Et c'est pas impossible que vous n'ayez jamais mangé de vrai miel. Dans le meilleur des cas, on ment sur l'origine ou on mixe des miels, mais on peut aussi en fabriquer des faux à 100%. Un peu de sirop de sucre et pof, du faux miel. Alors c'est rassurant de ne pas manger de vomi d'abeille, mais c'est du sucre vendu au prix du vrai miel, qui est bien moins sympa. Et les faux produits, il y en a plein d'autres qu'il est maintenant grand temps d'aborder. Les faux aliments. Parce que parfois, ça coûte moins cher de faire un faux produit que de vendre le vrai truc. On a déjà parlé du surimi dans le premier épisode, donc je vais pas revenir dessus. Mais parmi les exemples de faux ingrédients, la vanille est sûrement le cas le plus notable d'entre eux. Parce qu'autant c'est devenu un goût très basique dans les glaces, yaourts, crèmes et compagnie, autant ça reste un ingrédient extrêmement onéreux. Ça va dépendre des années, mais ça peut coûter jusqu'à plusieurs centaines d'euros au kilo. Et c'est normal, la vanille est plutôt capricieuse. Il faut la polliniser à la main, elle pousse lentement, pas partout, et une fois les gousses récoltées à la main, il faut attendre des mois pour les affiner. Bref, c'est pas simple du tout, et donc plutôt que de s'embêter avec ça, on pourrait plutôt limiter. On peut recréer le goût de la vanille chimiquement ou à partir d'ingrédients naturels, comme la peau des grains de riz par exemple. Et on va pas gêner pour le faire. Donc pour vous la faire courte, si vous voyez écrit extrait de vanille, c'est de la vraie vanille. Et arôme naturel de vanille, c'est à 95% issu de vraie vanille. Si par contre c'est écrit juste arôme naturel, arôme vanille, goût vanille ou saveur vanille, alors là ça ne garantit pas du tout que ça vienne réellement de la vanille. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais il y a plein d'autres magouilles dans le genre. C'est souvent parce que les vrais ingrédients sont trop chers, comme avec le safran, qu'on remplace avec un peu n'importe quoi tant que ça en a l'apparence. Le caviar aussi, qui peut être remplacé par les œufs d'un autre poisson. Et ça, c'est sans compter les arômes artificiels dans les produits de tous les jours, mais ça prendrait des heures d'en parler, et je pense que vous voyez l'idée. Et ça devrait suffire pour cette vidéo. Il reste beaucoup d'aliments dont on pourrait parler, et si vous en avez un en tête, je vous laisse me l'indiquer en commentaire. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose d'utile aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Et j'ai aussi un Tipeee en description pour ceux qui souhaiteraient aider la chaîne financièrement. En attendant, je vous souhaite de passer une super journée. Salut!